justement ce nouveau partenariat. Et en parlant du continent africain, c'est en particulier ce qu'on veut faire avec le Maghreb. Pour moi, un des temps importants de ces derniers mois a été ce que nous avons réussi à bâtir avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de la visite d'État, plusieurs d'entre vous m'y accompagnaient il y a quelques semaines. Nous avons construit un partenariat pour les décennies à venir totalement nouveau. Il est dans tous les domaines, il est d'une ambition inédite et il est pour moi véritablement constitutif de cette nouvelle approche. Il doit d'ailleurs être un de nos relais à l'égard d'une approche africaine réinventée. C'est-à-dire qu'on aura des projets franco-marocains sur le continent africain. Parce que c'est une autre façon aussi d'aborder ce continent et de changer le regard à l'égard de la France quand on l'aborde ensemble. Et donc le Maghreb sera aussi dans cette stratégie, pour moi au cœur d'un agenda positif, la saison Maghreb, le Fonds Maghreb, l'Académie des talents, et nous ne devons pas nous résoudre, malgré les tensions qui peuvent exister avec certains, à la nécessité d'avoir un tel agenda. Enfin, cet agenda de prospérité, nous devons le penser également dans ces stratégies de partenariat avec nos Outre-mer. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais nous n'avons pas réussi collectivement, et c'est une question d'organisation, à réussir à remettre véritablement la France archipélagique au cœur de notre stratégie internationale. La France est un archipel. On le regarde trop rarement comme ça en disant que ce n'est qu'un hexagone. Nos territoires ultramarins nous permettent d'être au cœur de tous les continents. Et comme nous sommes en même temps un grand pays jacobin, et que tous nos territoires ultramarins ont ce jacobinisme en eux, chacun avec leur histoire, ils regardent toujours Paris. Ce n'est pas le meilleur moyen toujours pour avoir une stratégie de croissance et optimiser nos potentiels. Il faut avoir une stratégie régionale pour tous nos territoires ultramarins. J'ai lancé ça il y a 7 ans, on l'avait mis au cœur de la stratégie au ministère des Outre-mer, et je suis confiant sous l'autorité du Premier ministre pour que le ministre d'État et le ministre de l'Europe puissent bâtir vraiment, en lien là aussi avec les préfets et les ambassadeurs, des vraies stratégies. Alors, on s'est réancré ces dernières années dans les formats régionaux. Je me félicite que la Martinique ait rejoint la CARICOM. On s'est battu pour être membre dans l'océan Indien, de la Commission de l'océan Indien. La Réunion a pu rejoindre. On va maintenant se battre pour que Mayotte puisse rejoindre. On s'est battu aussi avec l'Unité du Pacifique Sud, le FIP. Et donc, ces dernières années, dans toutes les enceintes régionales, nous avons fait un gros travail diplomatique pour nous réinsérer dans ces enceintes où on était parfois totalement absents. Maintenant, c'est là. Il faut maintenant les faire vivre, mais avoir des stratégies de recherche, de croissance, de potentiel dans tous les domaines d'activité avec les pays de la sous-région. Avoir une stratégie sur le sport avec la Jamaïque contre nos Antilles, ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir une stratégie de développement avec tous les pays de l'océan Indien en matière touristique, de développement. Aider Mayotte à répondre aux défis de la reconstruction avec évidemment la Réunion, mais toute la sous-région, c'est ce qu'il nous faut faire. Réussir à avoir une stratégie en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, là aussi, avec toute la sous-région, c'est évidemment ce qu'on est en train de bâtir et qu'il faut accélérer. Avoir une stratégie amazonienne pour la Guyane, c'est exactement ce que nous voulons avec le Brésil. C'est un potentiel de retour pour nos compatriotes dans ces territoires qui est transformant. Et je remercie le gouvernement ô combien mobilisé pour Mayotte, à la fois l'urgence et sa reconstruction. Là aussi, la coopération avec la sous-région sera déterminante, y compris en termes migratoires, et il nous faudra avoir une coopération exigeante et respectueuse avec les grands voisins, dont les Comores. J'entends les propos faciles qui sont parfois tenus. On a toujours des succès d'estrade quand sur place on va insulter les Comores. La réalité fait que d'abord, les choses sont toujours plus compliquées qu'on ne veut bien le faire croire, mais ensuite qu'il faut surtout engager là aussi un dialogue exigeant, mais respectueux. C'est ce que nous ferons avec toute la sous-région. Enfin, et je terminerai là-dessus, je vous rassure, et ce sera plus court, après la protection et la prospérité, sur la capacité que nous aurons à construire nos solutions communes. Dans tous ces désordres, on a quand même quelques défis sur lesquels il nous faut continuer à bâtir une capacité à agir ensemble, et où la France a un rôle singulier à jouer, en particulier pour les mois qui viennent. Le changement climatique, la santé et l'alimentation, les inégalités de rôle de la finance et la défense de nos démocraties. Le climat d'abord, je le disais, les accords de Paris ont 10 ans. Ils ont déjà été menacés en 2017, lorsque le président Trump a annoncé sa sortie. Je pense que la situation est plus grave encore aujourd'hui, si je devais être honnête avec vous. Parce qu'à la fois, le président Trump menace une sortie de ces accords,
mais il reprend de manière décomplexée une production massive d'énergie fossile et va lancer une production décomplexée dans beaucoup de pays. Et que ces dernières années, s'est noué un malentendu avec le Sud, et en particulier beaucoup de pays africains, sur les énergies fossiles, et en quelque sorte des leçons que les Européens, les Occidentaux donneraient à ces derniers pour leur interdire qui de faire ici de gaz ou du pétrole. Et donc, il y a un risque très important d'une régression de notre agenda dans les mois qui viennent. Alors, face à cela, je pense qu'il nous faut réengager, c'est en tout cas le rôle de la France, d'abord pour aider absolument le Brésil à réussir la COP30 à Belém. Ce sera sans doute l'une des COP les plus décisives des dernières années, avec un objectif, évidemment, neutralité carbone. Et à mes yeux, l'agenda sur lequel on doit mettre le cœur de nos efforts et de nos investissements, c'est la sortie du charbon le plus vite possible de tous les grands émergents. Et là-dessus, nous devons le faire sans donner de leçons, avec beaucoup de respect, mais la stratégie que nous avons avec tous les grands émergents, en particulier avec les accords que nous avons bâtis ces dernières années, les fameux JETP, est stratégique, c'est celle qui a le plus d'impact sur le climat. Si on veut vraiment transformer les choses, c'est d'accélérer le pic charbon de la Chine, mais d'aider le plus vite possible l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et d'autres à sortir justement du charbon, aider l'Afrique du Sud dans sa transition et son accélération, etc. Et donc, c'est là-dessus que nous allons concentrer nos efforts, à la fois diplomatiques et d'investissement. Il nous faudra aussi continuer d'animer nos One Planet Summit et des initiatives concrètes d'alliance. Et je crois à la force de ces alliances avec toutes les parties prenantes, au-delà de la COP30 à Belém. Ce sera le deuxième axe d'action. Et donc, nous continuerons d'avoir nos alliances concrètes avec les financiers, avec les industriels, avec les territoires, et donc d'avoir une guerre de mouvement pour continuer à scander des résultats concrets sur cet agenda. Troisième élément, nous continuerons aussi l'agenda biodiversité. La France l'a porté ces dernières années. Nous avons ces derniers mois su bâtir des crédits biodiversité qui vont mettre du temps à prospérer. Mais la seule chose qui est résolument efficace et transformante, c'est d'avoir une approche carbone et biodiversité. Et donc cet agenda complet, c'est celui que la France portera là aussi dans les enceintes. Et puis enfin, nous aurons cette année en juin à Nice à accueillir la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et ce sera un rendez-vous extrêmement important, là aussi, pour le climat, la biodiversité et la question des océans. Parce que nos océans sont un puits de carbone déterminant, une réserve de biodiversité fondamentale, un continent de recherche quasiment à inventer, un lieu, là aussi, d'opportunités absolument inédit, un espace de conflictualité très fort. Et donc, cette conférence des Nations Unies sera un élément déterminant. Je demande vraiment la mobilisation de tout le réseau diplomatique pour cette conférence de Nice. Et nous avons quelques objectifs, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains mois, mais je veux simplement que vous en ayez en tête quelques-uns très clairs. On va mettre en place une organisation de recherche qui sera vraiment le GIEC des océans, et ça on en a besoin si on veut objectiver la chose. Je veux qu'on puisse ratifier le traité sur la haute mer, dit BBNJ. Ça a été un des succès français des derniers mois. Cet accord était bloqué depuis des décennies, et je félicite tous ceux qui ont contribué à ce qu'on le débloque. Mais pour qu'il rentre en vigueur, il faut que 60 pays le ratifient. Et donc, mettons-nous vraiment en mouvement pour avoir ces 60 ratifications à Nice. C'est un élément vraiment transformant de la régulation de la haute mer. Et puis, nous devons essayer de reprendre l'effort qui a échoué à Busan ces dernières semaines sur le plastique. Et donc, essayons d'avoir un traité international sur le plastique, ou au moins sur la Méditerranée ou Méditerranée élargie. C'est un enjeu à la hauteur vraiment de nos ambitions. Je ne suis pas exhaustif sur l'agenda, mais c'était là les principaux objectifs. Ça, c'est pour le climat. Sur santé et alimentation, on sait combien c'est un objectif d'intérêt général. On a avancé, réinvesti sur les grands fonds multilatéraux, sur l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons, il y a quelques semaines ensemble, démontré notre force à Lyon par l'inauguration de l'Académie de l'OMS, qui est vraiment l'ancrage en matière de formation, de recherche en France de l'organisation. Mais là aussi, nous avons quelques défis en matière de santé et d'alimentation. Et la voix de la France sera importante pour continuer d'abord à défendre les crédits, mais à défendre une voie qui est celui d'une recherche libre et ouverte en matière de santé. Il y a un risque aujourd'hui très important dans l'agenda international, c'est celui d'une sortie des États-Unis d'Amérique de l'OMS et en quelque sorte d'une privatisation du débat. Et on le voit d'ailleurs chez certains acteurs qui commencent à revenir en arrière sur des règles, à brouiller les cartes. Or, on a besoin, face au risque de pandémie, d'avoir une OMS plus forte. Et au lieu de la fragiliser, de tirer les leçons de la pandémie que nous avons vécue.
et d'avoir des mécanismes de détection des crises plus rapides, d'assurer et de consolider son indépendance face aux pressions diplomatiques qu'elle peut subir et de poursuivre son agenda. L'alimentation est jumelle, on le sait, de la santé. C'est pourquoi en mars prochain, nous aurons le sommet Nutrition for Growth, qui permettra d'obtenir des résultats concrets pour lutter contre la malnutrition infantile et poursuivre cet agenda. Et là aussi, je n'oublie pas le nexus indispensable entre climat, biodiversité, alimentation, santé, avec cette stratégie One Health que nous avons conçue au cœur de la pandémie. Et nous aurons l'occasion d'organiser cette année un sommet en la matière qui permettra là aussi de remobiliser tous les instruments en la matière ces dernières années au service de ce multilatéralisme efficace. Et donc il faudra redoubler d'engagement sur santé et alimentation à un moment donné où cet agenda peut être fragilisé par la conflictualité sino-américaine et un probable retrait américain. Le troisième théâtre de combat, ce sera celui de la réforme de l'architecture financière internationale. Là-dessus, le risque qui est le nôtre est simple, c'est une fragmentation du monde dans lequel nous vivons. On est habitué depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale à un monde avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Celui-ci est progressivement devenu caduc. Il faut être là aussi lucide, parce que ces règles d'investissement et de représentativité n'ont pas pris en compte les grands émergents, et parce qu'il y a une stratégie chinoise de contournement de cet ordre international. Il y a ensuite une tension qui existe avec ce double standard qui est nourri par les deux grandes crises, ukrainienne et proche-orientale, et un narratif qui est utilisé par certains qui consiste à dire qu'un Sud global devrait se séparer en quelque sorte de cette organisation internationale par trop occidentale. Le défi qui est le nôtre est véritablement de bâtir des règles plus justes, respectueuses et efficaces, mais de consolider un ordre mondial financier international. Cette réforme, nous en avons